Bonjour tout le monde. L'exposé d'aujourd'hui s'intitule Du jazz modal au jazz fusion. Il couvre essentiellement de la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui, mais principalement jusqu'à fin des années 60, début 70, avec un petit aperçu de choses plus récentes. Il y a un musicien dont l'esprit survole l'ensemble du cours d'aujourd'hui, c'est Miles Davis, qui présente à la fois une anomalie et un phénomène dans l'histoire du jazz. Il y a énormément de musiciens dans l'histoire du jazz qui sont des virtuoses, sont des gens qui maîtrisent l'instrument d'une façon fascinante, qui vont déployer des milliers de notes depuis les origines, depuis les débuts. Louis Armstrong, Bix Beiderbecke, Art Tatum, Charlie Parker, John Coltrane, l'histoire du jazz est remplie de gens qui vont redéfinir ce qui est humainement possible de faire en termes d'improvisation sur leur instrument, des gens qui ont une technique souvent d'une solidité extraordinaire. Miles présente l'exemple beaucoup plus rare d'un musicien qui, à force de caractère, de détermination, malgré une technique relativement limitée, va déployer une telle énergie, une telle conviction, une telle imagination dans la réinvention constante de son approche et de son style, qui va littéralement être le pionnier de plusieurs courants importants pendant plus de 3 décennies de l'évolution du jazz. Miles commence aux côtés de Charlie Parker en 1947 à New York. Une fois que Parker et Dizzy Gillespie se séparent, c'est le jeune et à l'époque inconnu Miles Davis qui va prendre la place de la trompette dans le quintet de Charlie Parker. Mais Miles réalise rapidement qu'il ne sera pas le prochain Dizzy Gillespie, qu'il ne peut pas rivaliser avec Gillespie au niveau de la déconcertante aisance dans le suraigu, l'embouchure, la puissance, la projection, etc. Miles va plutôt s'inspirer de l'autre école, l'école de Lester Young, l'école de Billie Holiday, l'école plus lyrique, l'école du less is more. Les musiciens de cool jazz vont souvent adopter cette maxime qui revient à dire que quand on met moins de notes, les notes qui restent ont davantage d'impact. Donc avec une technique, bon, pas mauvaise, mais pas flamboyante non plus, Miles va participer à l'élaboration de plusieurs projets à partir de la fin des années 40 en tant que band leader qui vont redéfinir les styles, qui vont redéfinir les paramètres en fonction duquel le jazz va évoluer. Ça commence dès 1950 avec un album qui s'appelait Birth of the Cool et qui présente justement une espèce d'alternative au bebop. Un groupe plus complet, un honnête de 9 musiciens, par opposition au quintet du bebop, un orchestre pour lequel il y a davantage de lignes écrites, les arrangements sont plus riches, plus complexes, il y a davantage de passages écrits, il y a une espèce de retour à l'écriture dans le cool jazz, créant ainsi une espèce de mouvement de pendule qu'on a souvent remarqué dans l'histoire du jazz. Le jazz commence avec le style New Orleans qui est complètement improvisé, d'ailleurs c'est souvent de l'improvisation collective. On va vers le swing dans lequel les arrangements et l'écriture sont beaucoup plus importants. Ensuite arrive le bebop qui est extrêmement improvisé. On retourne vers l'écriture avec le cool jazz. Et finalement, on va aller avec le modal qui est beaucoup plus improvisé encore une fois. Donc, il y a cette espèce de mouvement d'alternance, de pendule entre des styles qui sont plus écrits, plus composés, et d'autres qui sont plus spontanés et qui laissent plus d'importance aux solistes et à l'improvisation. Alors, avec Birth of the Cool, Miles va travailler notamment avec l'arrangeur Gil Evans, avec le pianiste John Lewis. Lewis va par la suite aller fonder le Modern Jazz Quartet, un groupe très important de cool jazz, qui va justement confirmer ce retour vers l'écriture. John Lewis est quelqu'un qui aimait beaucoup la musique classique, la musique de Bach, le contrepoint imitatif, les fugues et ainsi de suite. Et un début avoué de John Lewis en fondant le Modern Jazz Quartet, c'était justement de créer un collectif de musiciens dans lequel l'arrangement, l'écriture pouvaient jouer un rôle plus important que ce qui leur était généralement dévolu dans un quartet ou un quintet de bebop.
Il y a Jerry Mulligan, important saxophoniste baryton qui joue sur Birth of the Cool aussi. Mais donc, dès 1950, Miles contribue à mettre en place cette alternative au bebop qui va généralement prôner des tempos un peu moins hystériques, des tempos plus nonchalants. Le terme cool jazz implique en soi que c'est pas un style d'une énergie hystérique incessante. C'est pas les tempos de 308 à la noire sur lesquels Parker improvisait allègrement. Il y a une espèce de volonté de revenir à un esprit plus décontracté, plus nonchalant, mais qui va mettre une nouvelle emphase sur la sonorité elle-même, sur la création du son, sur le vibrato, sur le timbre, et ainsi de suite. Parce qu'évidemment, quand on joue 10 notes à la seconde, on n'a pas beaucoup de temps pour mettre du vibrato, puis travailler la beauté du son, puis ainsi de suite. Le cool jazz va davantage travailler cet aspect-là, va avoir tendance à plus se situer dans le registre moyen des instruments. On va éviter le suraigu parce que justement, on cherche à mettre les instruments et les sonorités en valeur en utilisant davantage le registre dans lequel les instruments sont faits pour mieux sonner. Ce que mon prof d'arrangement appelait jadis le beau registre des instruments. Donc, dans la lignée de Birth of the Cool, il y a toute une nouvelle génération de musiciens qui vont découvrir cette nouvelle approche dans laquelle l'écriture, l'arrangement jouent un rôle plus important. Et c'est souvent des musiciens qui ont une certaine familiarité avec la musique classique. Et ils vont s'intéresser justement à transposer dans un contexte de jazz certaines des idées d'écriture, d'arrangement, de composition qu'ils ont vues en musique classique. Si on pense par exemple au pianiste Dave Brubeck, c'est quelqu'un qui avait, dans sa jeunesse en Californie, après le service militaire, étudié avec Darius Milhaud. Si on se souvient, Darius Milhaud, c'est un compositeur français, membre du groupe des Six, donc compositeur néoclassique. Et justement, Milhaud va encourager Brubeck à étudier le contrepoint, à étudier l'orchestration. Et Brubeck va arriver avec son quatuor de jazz avec plusieurs idées, avec un bagage fortement influencé par, disons, la musique classique occidentale. Une pièce comme Blue Rondo à la turque va justement utiliser la forme rondo classique et en faire une adaptation jazz. Mais peut-être que l'influence la plus importante va être au niveau des mesures irrégulières. Dans Dave Brubeck, dans le quartet de Dave Brubeck, évidemment, leur album légendaire s'appelait Time Out. Et sur l'album Time Out, il n'y a pas une pièce qui est en 4/4. Donc, il y a du 5/4, il y a du 9/8, il y a toutes sortes d'autres mesures composées, complexes comme ça. Mais voilà, donc Brubeck s'inspire comme des rythmes aksak de l'Europe de l'Est ou des rythmes turco-slaves, si vous voulez, dont Stravinsky lui-même et Bartók s'étaient inspirés au début du XXe siècle. Mais Brubeck va lui-même, à un moment donné, faire une tournée, va se retrouver en Turquie et il va entendre les rythmes aksak et c'est ce qui va lui donner l'idée du tam 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 tagadadam pam pam tagadadam pam pam tagadadam, etc. de Blue Rondo à la turque. Donc il est lui-même allé en Turquie, il a entendu ces rythmes, ces mesures irrégulières, etc. Et ça va le nourrir en tant que compositeur, en tant qu'arrangeur, etc. Donc, évidemment, du cool jazz, on peut retenir plusieurs choses. D'une part, ce caractère plus décontracté, plus nonchalant. Un phrasé, on dit laid back dans le jargon des musiciens de jazz, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à jouer un petit peu après le temps, plutôt que sur le temps, ce qui contribue à l'atmosphère nonchalante et décontractée de l'ensemble. Ça sonne plus 2 heures du matin si on est toujours un petit peu en retard sur le temps, plutôt que de pousser puis jouer en avance sur le temps. Donc un jeu laid back, un jeu décontracté, des sonorités qui sont généralement feutrées, boisées, venteuses, etc. Si vous pensez au saxophone de Paul Desmond, par exemple, c'est un timbre qui est plus proche, à la limite, de la clarinette que de la trompette. C'est un timbre qui est plus proche des bois que des cuivres. Donc, justement, on va chercher cette espèce de qualité boisée, feutrée, veloutée dans le son. L'importance de l'écriture, de l'arrangement, des idées souvent inspirées de musique classique européenne.
c'est pas mal ce qui va qualifier, caractériser le cool jazz. Donc, je vous ai mis la plus célèbre pièce de cool jazz qui est Take Five, souvent faussement attribuée à Dave Brubeck. En fait, c'est une composition de Paul Desmond, qui a été le fidèle complice soliste et saxophoniste du quartet de Dave Brubeck pendant des années. Donc, Paul Desmond a écrit cette pièce Take Five pour justement démontrer la viabilité des mesures asymétriques dans un contexte de jazz. Ça va créer un succès fou. Je veux dire, Time Out, l'album, est un des albums de jazz les plus vendus de l'histoire. Et il va y avoir donc justement une espèce de nouvelle mode de pièces en 5/4 qui va émerger dans la lignée de Take Five. Vous pouvez penser au célèbre thème de Mission Impossible, par exemple, etc. Donc c'est ça, c'est la première d'une série de pièces qui vont utiliser ce rythme-là. Le cool jazz va souvent toucher ou intéresser des musiciens blancs, des musiciens qui sont allés au conservatoire, qui ont une formation classique, etc., et qui se sentent mal à l'aise de rivaliser avec Parker sur les chemins de la haute virtuosité, du change running, du bebop. Ils ne se sentent pas les chops de jouer comme ça, mais ils ont tout ce bagage, ces connaissances, ces idées qu'ils essaient de vouloir transposer dans un vocabulaire jazz. Et le cool jazz va être justement un véhicule idéal pour ce genre d'hybridation et d'exploration. Miles va également être à la fine pointe d'une nouvelle révolution dans le jazz à la fin des années 50, avec un album qui s'appelle Kind of Blue, qui est reconnu généralement comme le premier véritable album de jazz modal. Alors, qu'est-ce qu'on entend par jazz modal? C'est un jazz dans lequel les progressions harmoniques traditionnelles ont été remplacées par une série de modes. Et les modes vont typiquement être utilisés sur une période de temps plus longue que ne l'étaient les accords individuels. On va par exemple garder un mode pendant 4 ou 8 ou même 16 mesures avant finalement de passer à autre chose. L'idée est la suivante, c'est que Miles se sentait un peu prisonnier du concept de progression harmonique. Il sentait qu'il était constamment en train de faire des arpèges puis d'épeler des accords, mais qu'il n'avait jamais le temps d'explorer un mode à sa guise, de rester sur une idée, de développer autour d'une cellule mélodique, parce qu'il était continuellement obligé de suggérer les modulations, les progressions harmoniques, etc., le contexte tonal de la pièce avec son instrument. Donc, la première caractéristique du jazz modal, c'est comme une espèce d'élongation du rythme harmonique. Et il n'y a plus de symboles d'accords à proprement parler, mais ils ont été remplacés par les modes qui souvent étaient suggérés par ces accords-là. Si on prend la progression harmonique la plus fondamentale en jazz, ce serait Ré mineur 7, Sol 7, Do. Ré mineur 7, ça implique le mode de Ré dorien. Sol 7, ça implique le mode de Sol mixolydien, puis Do, ça implique le mode de Do majeur, à moins qu'on ait à résoudre en Do mineur, mais peu importe. Donc, c'est pas absolument différent. C'est pas comme de passer d'une chose à son contraire, parce que dans chaque symbole d'accord, il y a un mode implicite. Donc les modes étaient évidemment déjà là en jazz. C'est juste qu'en enlevant le symbole d'accord et en se concentrant sur le mode qui en est dérivé, on évite de, à ce point, suggérer l'harmonie par tierces superposées. Si je joue uniquement en sol mixolydien, c'est pas évident que les notes sol, si, ré, fa sont plus importantes que les autres à ce point-là. La note sol, ok, parce que c'est la tonique, mais c'est le concept de l'harmonie triadique qui va être fortement remis en question par le jazz modal, au point où, justement, on va souvent réaliser des accords par cartes superposées plutôt que tierces, pour éviter cette espèce de dichotomie majeure-mineure qu'on associe automatiquement à la musique tonale et à l'harmonie fonctionnelle. Donc, il y a un fameux accord sur Kind of Blue que les musiciens de jazz appellent l'accord So What, tiré de la pièce du même nom sur l'album. Et l'accord So What de bas en haut est constitué des notes Sol, Do, Fa, Si bémol, Ré.
Alors, sol, do, fa, sol, do, c'est une carte, do, fa, c'est une carte, fa, si bémol, c'est une carte, et finalement, si bémol, ré, on a une tierce majeure. Mais c'est très difficile de voir dans cet accord-là une qualité majeure ou mineure, ou une fonction tonique ou dominante, ou ainsi de suite. Ce que c'est, au fond, c'est une gamme pentatonique qui a été explosée, si on veut. C'est la gamme ou bien de si bémol pentatonique majeur, si bémol, do, ré, fa, sol, ou de sol pentatonique mineur, qui est la même gamme, sol, si bémol, do, ré, fa, en jouant une note sur deux de la gamme pentatonique, jusqu'à ce qu'on ait joué les 5 notes, puis qu'on ait fait un accord à 5 sons avec ça. Donc, on est beaucoup plus dans un contexte pentatonique et dans une harmonie non triadique. Ce qui est fascinant, bien sûr, c'est que cette idée de retour au pentatonisme, on l'avait déjà vu avec Debussy, puis la cathédrale engloutie. Il y a des tonnes de motifs, de dérivés de la gamme pentatonique chez Debussy, qui lui-même avait été sensibilisé à ce type d'échelle quand il avait entendu la musique orientale, la musique de Bali, de Java, de Chine, etc., en visitant les pavillons de l'exposition universelle de Paris en 1889. Donc, l'intérêt de Debussy à ce moment-là pour les musiques non occidentales et cette espèce de retour au pentatonisme est très très similaire à la démarche que vont effectuer certains musiciens dont Miles Davis, Bill Evans, Coltrane sur notamment l'album Kind of Blue. Pour ceux qui ont fait le cours de littérature musicale 1 avec moi, on avait fait un peu d'analyse en Litmus 1 dans une pièce qui s'appelait Flamenco Sketches. Et on avait vu que dans Flamenco Sketches, les symboles d'accords traditionnels avaient été remplacés par une série de 5 modes, dont un mode phrygien qui sonnait espagnol, qui justifiait un peu ce titre de Flamenco Sketches. Donc c'est cet album-là, c'est le Kind of Blue de 59, mais l'audition que j'ai choisie pour le cours de Litmus 4 n'est pas tirée de ce légendaire album Kind of Blue, mais d'un projet que Miles a fait 3 années plus tôt, pour démontrer en fait que les idées qui sont présentes dans Kind of Blue germaient déjà dans son esprit depuis un certain temps. Parce qu'en 1956, il y a un réalisateur français qui s'appelait Louis Malle, qui fait un film qui s'appelle Ascenseur pour l'échafaud. Et il a envie d'avoir du jazz comme musique. C'est un film en noir et blanc qui se passe la nuit, avec une espèce d'atmosphère mystérieuse, onirique, un peu angoissée, c'est un suspense, etc. Et il trouvait que le jazz avait justement cette espèce de côté très urbain, très moderne, qui se prêtait bien à la texture des images puis à l'atmosphère de son film. Donc Miles va aller à Paris. C'est le début d'une longue histoire d'amour avec la ville de Paris, avec Juliette Gréco, avec plein de gens que Miles va rencontrer là-bas. Et il va improviser devant la projection des images non montées du film. Dans le jargon du cinéma, on appelle ça des rushs. Donc, il y a une projection d'images qui ont été tournées, mais le film n'est pas encore complété, le film n'est pas encore monté. Et Miles va improviser devant cette projection des images du film. Donc, c'est une espèce de réaction spontanée devant l'imagerie, les paysages, l'atmosphère cinématographique. Il va pour ça travailler avec un batteur, Kenny Clark, qui était un des pionniers du bebop. Kenny Clark, qui vivait auparavant à New York, qui a vécu ensuite à Paris. Pierre Michelot aussi va travailler sur ce projet-là. Et donc, pour Ascenseur pour l'échafaud, Miles n'a pas vraiment écrit beaucoup de choses. Il a écrit des sketchs, des esquisses, des modes, et ils vont simplement improviser librement là-dessus. Et c'est évidemment ce qui va servir, c'est une approche très comparable à celle qu'ils vont utiliser par la suite dans Kind of Blue. Alors, dans la pièce que vous avez dans vos écoutes, qui s'appelle Nuit sur les Champs-Élysées, c'est un blues en ré. Et la gamme mineur blues est très très évidente dans les lignes de trompette. Ré, Fa, Sol, Sol dièse ou La bémol, La, Do, Ré. Ce mode-là est prépondérant dans les lignes de trompette et ça donne justement cette espèce de côté plaintif, larmoyant, très caractéristique de la musique. Maintenant, Ré mineur, pendant un certain temps, pendant en fait 16 mesures, et comme, entre guillemets, bridge, comme espèce de section contrastante, on va aller sur un accord de Do, mais
Do, on dit suspendu 4, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une tierce, on va avoir une quarte. Do, Fa, Sol, Si bémol, Do, 7, Sos, 4. Ce qui crée justement, ce qui renforce le caractère modal de la chose. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que ça joue un rôle de dominante, mais c'est une dominante qui est plus douce et qui est plus modale. On se souvient que avant l'époque baroque, à la Renaissance, on utilisait de temps en temps l'accord de sous-tonique, le bémol 7. Comme si on est en ré mineur, ben on va faire un accord de do majeur, puis on revient en ré mineur. Et ça joue un rôle de dominante, mais en utilisant la sous-tonique plutôt que la sensible. Donc c'est pour ça que ça donne une couleur modale plutôt que tonale. Si on va à la tonique en venant de la sous-tonique, donc un ton plus bas, ça donne un peu un côté médiéval, un peu grégorien à la cadence. Amen, ce bémol 7 qui monte à 1 a en soi un caractère très modal. Mais en plus, en jouant l'accord suspendu 4 plutôt qu'une triade de Do ou l'accord de Do 7, c'est d'autant plus modal parce que justement ça procède davantage de cette idée de superposition de cartes plutôt que d'harmonie par tierce superposée. Parce que Do 7 suspendu 4, Do, Fa, Sol, Si bémol, on peut évidemment changer les voix, puis jouer Sol, Do, Fa, Si bémol. Et à ce moment-là, on a juste des cartes. Sol, Do, Do, Fa, Fa, Si bémol. Alors, vous avez cette couleur caractéristique de l'harmonie par carte qui est justement différente de la couleur d'harmonie par tierce parce que la couleur d'harmonie par tierce suggère en soi une dichotomie. L'accord est majeur ou mineur. Je m'excuse, j'ai eu des petits problèmes de carte mémoire. J'étais donc, je crois, en train d'expliquer le caractère modal des fonctions dominantes dans la pièce Nuit sur les Champs-Élysées de Miles Davis. Et je disais qu'on passait donc d'un Ré mineur, disons Ré dorien, mais mélodiquement on utilise plutôt le pentatonique mineur, surtout le mineur blues. Donc on passe de Ré mineur à Do, Do 7 Sos 4. Bon, quel mode est généré par un accord de septième de dominante et suspension à la carte? Il y a différentes théories là-dessus, mais une option solide, c'est de jouer dans le pentatonique majeur de la septième. Donc, si vous avez Do 7, la septième, c'est Si bémol. Et si vous jouez pentatonique majeur là-dessus, ça donne donc Si bémol, Do, Ré, Fa et Sol. Et vous avez évidemment toutes les notes de votre Do 7, Sos 4. Vous avez un Do, vous avez un Fa, vous avez un Sol, vous avez un Si bémol, vous avez le Ré, mais il n'y a pas de Mi. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que cette omission du Mi fait en sorte que ça renforce le caractère ambigu de l'accord quant à sa qualité majeure ou mineure, ou son absence de qualité majeure ou mineure. Bref, il y a énormément de choses là-dedans qui sont déjà très modales, autant au niveau de la valorisation des cartes que de l'emploi de la sous-tonique, et ainsi de suite. Ceci dit, l'utilisation de la sous-tonique, ça date de toujours. En musique afro-américaine, en blues, les mélodies, la gamme pentatonique mineure utilise la sous-tonique plutôt que la sensible. C'est ce qui donne au blues son caractère modal. Donc, d'une certaine façon, on renforce des choses qui existaient depuis longtemps, mais ici, l'élimination des grilles d'accords au profit de zones modales assez longues quand même, parce qu'il y a au début de la pièce une intro de 14 secondes, vous avez votre riff principal, l'espèce de motif en ré mineur qui commence, pendant 16 mesures, jusqu'à 49 secondes dans la pièce, et là, à 49 secondes, vous entendez l'espèce de modulation vers le Do ambigu, Do 7 Sos 4, très court, il reste là-dessus 4 mesures, puis il revient en ré mineur tout de suite. Et tout le cycle recommence par la suite, donc 16 mesures de ré mineur, et à 1,49, vous entendez ce retour à Do 7 Sos 4, retour en ré mineur par la suite, et ainsi de suite. Donc vous avez une forme qui fait 16 mesures de ré mineur, 4 mesures de Do. On ne sait pas si c'est majeur ou mineur, Do 7 Sos 4, disons Si bémol pentatonique majeur sur Do. Et on a par la suite 8 mesures de ré mineur pour compléter la forme, puis on recommence. Ce qui fait que vous avez ce bloc avec 2 modes. Et ça permet justement mélodiquement d'étirer au maximum, d'explorer chaque mode le temps qu'on veut. Miles est sans doute le musicien de jazz qui va faire l'usage le plus expressif des silences. Donc il joue quelques notes, il fait un trou, et
le silence qui suit ces interventions sont eux-mêmes particulièrement musicalement significatifs, comme si la musique continue quand Miles arrête de jouer. Je ne sais pas par quelle espèce de processus magique est-ce qu'on peut quantifier la musicalité d'un silence, mais les silences de Miles sont plus expressifs que les autres. C'est une technique, bien sûr, qui va requérir une très bonne section rythmique. Parce que quand le soliste arrête de jouer, ce qu'on entend, c'est la section rythmique. Et c'est pas un hasard si Miles va rapidement être reconnu pour avoir une des meilleures et souvent la meilleure section rythmique du jazz de son époque. Parce que justement, la section rythmique va meubler le silence, va l'aménager, va le transformer, va interagir avec le soliste d'une façon qui est remarquablement imaginative. Je crois que la meilleure section rythmique que Miles ait eue, c'était dans son légendaire deuxième quintette dans les années 60, avec Tony Williams à la batterie, Ron Carter à la basse et Herbie Hancock au piano. Vous pouvez écouter une pièce qui s'appelle Nefertiti, et c'est le thème. Les deux instruments avant, la trompette puis le sax de Wayne Shorter, vont simplement répéter le thème en boucle pendant 8 minutes. Et c'est la section rythmique qui crée l'improvisation, qui crée le changement, qui crée le mouvement, qui crée la direction de la pièce. C'est un peu comme, à la limite, le boléro de Ravel. C'est le même thème qui est répété constamment, mais c'est l'accompagnement puis les variations dans l'accompagnement qui créent tout l'intérêt musical de la chose. Alors, c'est un bel exemple de cas où Miles Davis fait l'envers, le contraire de ce qui était généralement la pratique établie. Donc, d'habitude, la section rythmique accompagne, puis les instruments avant improvisent. Ici, les instruments avant tournent un thème en boucle, puis la section rythmique improvise en dessous. Ça, c'est Nefertiti. Bref, pour revenir à Nuit sur les Champs-Élysées, c'était pour vous démontrer que justement, cette pièce-là de 56 anticipe de 3 ans la naissance officielle du jazz modal sur l'album Kind of Blue en 59. Mais donc, vous comprenez le principe, on élimine les progressions d'accords, les accords par tierces, on valorise des cartes superposées, on valorise du pentatonisme, on étire le rythme harmonique, on reste beaucoup plus longtemps sur chaque mode pour prendre le temps de l'explorer à sa guise, et ça va donner évidemment des couleurs tout à fait différentes parce que les improvisateurs sont plus continuellement en train de jouer des arpèges puis épeler des triades, mais ils peuvent jouer davantage en fonction d'une échelle, d'une gamme, d'un mode. D'où le nom jazz modal. Voilà, donc sur le Kind of Blue, dont j'arrête pas de parler depuis tantôt, il y a évidemment un musicien légendaire au sax ténor, c'est John Coltrane. Coltrane est un des plus brillants musiciens et un des plus grands improvisateurs de l'histoire de l'humanité. Et il va jouer plusieurs années avec Miles Davis. D'ailleurs, Miles a un grand rôle dans l'histoire du jazz, pas seulement comme trompettiste, mais comme formateur de musiciens. Son groupe est littéralement une école qui, pendant des décennies, va contribuer à former les musiciens les plus importants de l'histoire du jazz. Et justement, Coltrane va, en quelque part, faire ses armes, si on veut, dans un des quintets de Miles Davis. Il va éventuellement commencer sa carrière solo. En 1959, la même année que Kind of Blue, il va enregistrer les pièces de l'album Giant Steps. Et il y a 2 pièces que j'ai retenues sur cet album-là, la pièce titre Giant Steps et la très belle ballade Naïma. Pour la première, ce qui la caractérise et qui la rend particulièrement complexe au niveau de l'improvisation, on pourrait dire que c'est ce concept de modulation perpétuelle. Parce que on commence ici, sur la quinte de Si majeur 7. Mais tout de suite, on s'en vient en Sol majeur, Ré 7, Sol majeur, et ensuite, nous voici en Mi bémol. Donc, on est passé de Si majeur à 5-1 en Sol, à 5-1 en Mi bémol majeur. Et là, on finit à la mesure 4 avec un petit 2-5 pour nous faire recommencer le cycle partant de Sol majeur, 5-1 en Mi bémol, 5-1 en Si, avec à la mesure 8 un petit 2-4 pour nous ramener en Mi bémol majeur.
ensuite 2, 5, 1 en sol, et ensuite 2, 5, 1 en si majeur. Et un autre 2, 5 pour aller en mi bémol. Donc on est continuellement ballotté dans l'une ou l'autre de 3 tonalités, si majeur, et sol, et mi bémol. Alors vous voyez comment les pôles tonaux se déplacent par tierce majeure, descendante ou ascendante. Et donc évidemment, pour improviser là-dessus, ça requiert une remise perpétuelle en forme, en mémoire des altérations, des nouveaux degrés importants et ainsi de suite. Donc, vous voyez le tempo noir à 286, ce qui fait qu'on reste peut-être un tiers de seconde dans chaque tonalité avant de passer à la suivante. Alors, si majeur, ici, et remarquez que ce qui est intéressant, entre autres, c'est le fait que la basse peut descendre la gamme par ton. Parce que c'est si majeur. Et si on prend le Ré7, non pas à l'état fondamental, mais au deuxième renversement, avec le La ici, ça nous amène à le Sol, ensuite le Fa à la basse pour l'accord de Si bémol 7, et le Mi bémol. Alors je suis descendu, Si, La, Sol, Fa, Mi, gamme par ton descendante, Si, une tierce plus bas. 2, 5, 1 en mi bémol, et etc. Donc, on est continuellement en train de passer de une ou l'autre des 3 tonalités. 5 dièse, 1 dièse, 3 bémol. Et on revient à 5 dièse. D'où l'idée de Giant Steps. On fait des pas de géant d'une tonalité à l'autre, passant de 5 dièse à 1 dièse à 3 bémol, à 5 dièse à 1 dièse à 3 bémol, continuellement. L'autre pièce, la très belle ballade Naïma, utilise le concept des notes pédales à la basse. Donc on est en La bémol, et on va faire un très long 5 pour aller résoudre sur La bémol à la mesure 4. Et on commence avec cet accord de Ré bémol majeur 7 sur base de Mi bémol. C'est un peu comme un accord majeur 13. C'est presque comme si on avait cet accord-là, mais c'est plus léger, c'est moins dense. Puis évidemment, l'accord de Mi bémol 13 ne pourrait pas avoir le La bémol parce qu'il crée une friction avec le Sol. Vous savez, cette 9e mineure ici qui est assez croustillante ou désagréable. Alors, en enlevant le Sol puis le Si bémol de la série des tierces, qu'est-ce qui reste? Ré bémol majeur, 7 sur Mi bémol. Et vu qu'il n'y a pas le Sol, on ne sait pas si le Mi bémol est majeur ou mineur, il n'y a pas de tierce. Donc quand il arrive ici, on se dit « Ah ok, c'est mineur ». Et là on s'en vient. Pour la mesure 3, La majeur 7, c'est très loin de Mi bémol. En fait, on est en La lydien. C'est comme majeur avec un dièse 4, et le dièse 4, c'est précisément la note qu'on a à la basse. On peut aussi simplement voir cet accord-là comme une apogéature de l'accord de Sol. Remarquez que j'ai rajouté le dièse 5 dans les symboles d'accord parce que la notation, la partition traditionnelle, généralement l'accord est noté Sol majeur 7 sur Mi bémol. Ce qui pour moi fait moins de sens parce que le Ré marche pas tellement bien avec la pédale de basse, surtout que la mélodie fait Sol, Mi, Sol, Mi. Alors le fait d'y mettre un Ré bécard dans l'accord marche moins bien quand je l'entends vraiment avec la quinte augmentée ici. Donc Sol, dièse 5, majeur 7, Sol, majeur 7, dièse 5 sur Mi bémol. Puis en fait, quand
quand on joue un accord de sol sur une pédale de mi bémol, l'accord de sol se trouve simplement à épeler un accord à partir du mi bémol. Alors si on ne voit pas ça comme sol majeur 7 dièse 5, mais simplement comme un accord qui commence sur mi bémol, on a un mi bémol, on a une tierce majeure, on a une quinte augmentée, donc c'est la triade de mi bémol augmentée, la fondamentale, et une espèce de dièse 9 ici. Donc c'est simplement l'accord augmenté de 5 qui vient se résoudre en la bémol. Donc ce glissement-là de la majeur 7 qui vient ici, c'est comme l'apogéature du 5 qui vient se résoudre sur le 1 à la fin. C'est très élégant, c'est très riche aussi, parce qu'évidemment, l'espèce de richesse, de complexité, de frottement que vient créer la basse sur cet accord de la majeure 7. Mais avec le contexte, on vient finir la phrase. La partie B va nous amener sur le 5 du 5. Donc, la bémol, le 5 c'est mi bémol, 5 de 5, si bémol, pédale de si bémol. Puis on commence avec si majeur 7 sur si bémol. Comme si on a un accord majeur 7 avec la septième à la basse. La bémol majeur 7 sur si bémol. Vous voyez ce que fait Coltrane? Il déplace ses accords par tierces descendantes. Si s'en va vers la bémol. On retourne à si. Et là, on vient chercher. Et ça amène le retour. Je veux juste, ici, mi majeur 7 sur si bémol. Ça fait une espèce de cadence phrygienne. On est sur le deuxième degré abaissé, que vous pouvez voir comme fa bémol ou mi bécard, peu importe, mais qui va se résoudre en descendant. C'est un peu une cadence flamenco. Bémol 2, majeur 7, résolution, comme ça. Mais en plus, avec votre pédale de si bémol, la cadence est à la fois parfaite entre guillemets parce qu'on a le 5 qui fait 1 à la basse, mais vous avez votre cadence phrygienne dans l'harmonie. C'est comme un peu s'il fait deux cadences différentes en même temps. Au lieu de résoudre sur la vraie triade de mi bémol majeur, il va faire une espèce de da capo. Donc une pièce très riche sur le plan de l'harmonie, avec du parallélisme dans les voix, des accords qui glissent par tierces descendantes sur des notes pédales tenues. Ça reflète à la fois beaucoup d'imagination, mais aussi, je pense, une écoute attentive de Debussy, de Ravel, des compositeurs impressionnistes, chez qui on trouvait souvent ces longues pédales, ces longues notes de basse statique avec du parallélisme dans les voix par-dessus. Écoutez Daphnis et Chloé de Ravel, écoutez Péléas et Mélisande de Debussy, vous allez en entendre beaucoup de ces passages où on a justement des block chords, des accords en bloc qui bougent de façon parallèle sur des basses statiques, et ça donne justement ces couleurs modales très évocatrices, très riches, qui nous situent dans un univers un peu exotique, parce qu'il y a des couleurs phrygiennes, espagnoles, flamenco, etc. Donc on sort un peu de l'harmonie tonale occidentale traditionnelle, et on explore justement des univers nouveaux et chatoyants. Voilà, donc c'était une petite fenêtre ouverte sur l'extraordinaire langage harmonique de John Coltrane. C'est bien sûr des choses que je vous invite à analyser et découvrir par vous-même. Et d'ici là, à très bientôt. Donc en 1959, à part Coltrane, il n'y avait pas grand monde qui était capable d'improviser sur ce type de grille harmonique-là. C'est peut-être en quelque part l'apogée du bebop en termes de pure recherche de modulation extrême, de modulation difficile, techniquement
éprouvante à un tempo échevelé. Cette espèce de volonté de pousser l'harmonie tonale fonctionnelle et l'improvisation à leur ultime retranchement et d'en faire une espèce de sport extrême. Donc Coltrane va déployer des trésors de virtuosité, de maîtrise technique, d'inventivité dans sa façon de négocier avec cette progression harmonique, ou bien labyrinthique ou bien diabolique, selon le point de vue qu'on veut prendre. Mais ça, c'est pour la pièce Giant Steps. En fait, l'album Giant Steps représente la fin de la période vraiment tonale de John Coltrane. Parce qu'à partir de 1960, il va entamer sa période modale, de 60 à en gros 65. Et dans les 2-3 dernières années de sa vie, 65-67, il va carrément aborder l'univers du free jazz. Alors, c'est ce qui est intéressant de Coltrane. On a 3 périodes qui correspondent à 3 langages musicaux. On a le bebop, qui est vraiment basé sur l'harmonie triadique fonctionnelle, sur la progression 2-5-1 qu'on peut transposer dans toutes sortes de tonalités, ce qu'il va faire dans Giant Steps. Ensuite, il y a la période modale, avec les accords en quarte, déployés et codifiés notamment par l'extraordinaire pianiste McCoy Tyner, qui va être le pianiste du quartet de Coltrane pendant des années. Et finalement, la période la plus éclatée, la plus peut-être difficile d'accès, la période du free jazz, qui va donc couvrir une musique souvent atonale. Et c'est ce qui est fascinant, c'est que justement Coltrane va, à un moment ou l'autre de sa carrière, utiliser les 3 langages musicaux fondamentaux. Il existe au fond 3 langages musicaux. La musique modale, la musique tonale, puis la musique atonale. Et c'est vrai en jazz comme c'est vrai en musique classique. En musique classique, vous avez votre chant grégorien puis votre Debussy qui sont de la musique modale. Vous avez votre Haydn puis votre Chopin qui sont de la musique tonale. Puis vous avez votre Schoenberg puis votre Stockhausen qui sont de la musique atonale. Donc ces 3 langages-là existent dans le vaste genre qui est la musique, entre guillemets, classique, mais existent aussi dans ce non moins vaste genre qui est la musique jazz. Et vous avez du jazz tonal, puis du jazz modal, puis du jazz atonal. Et la frontière n'est pas toujours à couper au couteau entre ces langages-là. Vous pouvez mélanger un peu. Vous pouvez avoir une improvisation plus atonale dans une pièce qui, pour le reste, est plutôt modale, avec des fois des accords triadiques intégrés, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir le tonal, le modal et L' atonal comme, au fond, les 3 couleurs primaires de la musique. Et on peut mélanger ces couleurs-là pour obtenir différentes couleurs secondaires, tertiaires, etc. Bref, Naïma, la ballade de Coltrane sur son album Giant Steps, est une des plus belles, je crois, ballades écrites dans l'histoire du jazz. Et il y a une utilisation extraordinairement intéressante des pédales, des notes pédales dans le grave, parce que l'harmonie glisse d'un accord à un autre sur l'utilisation de notes pédales. Le parallélisme dans les voix sur une basse statique me laisse supposer que Coltrane avait écouté Ravel d'une oreille très attentive. Mais il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre justement le jazz modal et même le cool jazz. Un arrangeur comme Gil Evans et même Miles Davis vouaient une grande admiration à des compositeurs dits impressionnistes, notamment Ravel. Donc, dans Naïma, vous avez ces notes pédales à la basse et ces glissements d'accords par-dessus qui témoignent d'une conception harmonique très originale et très avancée dans un contexte jazz. On n'était plus du tout dans, justement, les progressions standards, 6-2-5-1, cycle de quinte, etc. On est dans une autre conception de l'harmonie par glissement d'accords, par glissement de mode sur note fixe à la basse et ainsi de suite. Ça reste 5-1 quand on l'analyse, mais c'est un 5-1 qui est particulièrement développé. Au fond, le A est fait sur une pédale de 5, mi bémol, qui va se résoudre en la bémol à la fin, et le B est fait sur un 5 de 5, donc une pédale de si bémol, qui à la fin du B va se résoudre sur une pédale de mi bémol, qui à la fin du thème va se résoudre sur la bémol. Donc c'est des quintes, c'est des dominantes, mais la colorisation faite par-dessus ces notes de dominante à la basse est remarquable à toutes sortes d'égards. Donc ça, c'est pour les 2 pièces tirées de l'album Giant Steps de Coltrane. La pièce titre Giant Steps, furieusement rapide et diaboliquement complexe dans les modulations, et la très belle ballade Naïma sur les notes pédales à la basse. En décembre 60, il y a
un des musiciens les plus controversés de l'histoire du jazz, qui s'appelle Ornette Coleman, qui fait des sessions d'enregistrement à New York, dont vont paraître un album qui s'appelle Free Jazz, paru en 61. Et Free Jazz est l'album phare de ce nouveau courant, de ce nouveau style, qu'on va appeler justement le Free Jazz, et qui correspond à une remise en question totale de toutes les conventions du jazz, au niveau des thèmes, au niveau des progressions d'accords, au niveau de la tonalité, au niveau des fonctions harmoniques, de la dichotomie majeure-mineure, etc. Le concept même de hiérarchie des notes est souvent éliminé au profit de quarts de ton, de chromatisme total, de scream. Il y a une façon de jouer les instruments avant, de cris à toute fin pratique. Donc, d'exploration de la frontière entre la note et ce qu'on qualifiait traditionnellement de bruit. Il y a un retour à l'improvisation collective dans le free jazz. Tout le monde improvise en même temps. Ce qui, curieusement, n'est pas en soi une nouveauté, parce qu'on avait ça dans le style New Orleans, on avait ça dans le Dixie Band, le Dixieland, les origines même du jazz, les gens improvisaient tous. De toute façon, personne ne savait lire, donc ils jouaient tous à l'oreille, puis un peu ce qu'ils entendaient là-dessus. Par essai-erreur, à force de pratiquer, ils trouvaient des trucs qui marchent, puis bon, ils improvisaient collectivement. Donc, il y a eu une espèce de mise en veilleuse de l'improvisation collective entre Louis Armstrong et Ornette Coleman. Donc, finalement, pendant presque l'ensemble de l'histoire du jazz classique, si on veut. Mais il y avait déjà de l'improvisation collective au départ, et Coleman va revenir à cette pratique-là. Sur l'album Free Jazz, Coleman va utiliser toutes les ressources de la stéréophonie. Il y a deux haut-parleurs, gauche-droit. Vous me voyez peut-être à l'envers, donc ma main gauche est à droite sur l'écran, mais peu importe. Et donc, il va enregistrer pour double quartet, deux quatuors, un dans chaque côté de l'image stéréo. Donc, d'un côté, vous avez un quartet composé de Ornette Coleman au sax alto, le trompettiste Don Cherry, le bassiste Scott LaFaro et le batteur Billy Higgins. Et dans l'autre haut-parleur, vous avez un autre quartet qui est composé de Eric Dolphy, des fois au sax, mais surtout aussi à la clarinette basse, Freddie Hubbard à la trompette, Charlie Hayden à la basse et Ed Blackwell à la batterie. Et chacun des deux quartets joue en quartet, mais est dans la même pièce que l'autre quatuor et entend ce qui se passe et va improviser en quatuor en interaction avec ce que joue l'autre quatuor, avec très très peu d'indications préliminaires ou de restrictions ou de contraintes compositionnelles. Et il n'y a pas d'édition, il n'y a pas de coupure ou de raboutage dans l'album. C'est one take. Donc, ils ont parti l'enregistrement, puis ils ont joué la pièce. Et sur l'album, ça donne deux faces, parce que c'est un vinyle, deux faces de quoi, 17 minutes chacune à peu près. Et c'est la pièce Free Jazz, une improvisation collective. Et l'album est justement, comment dire, identifié comme ça, Free Jazz et Collective Improvisation by Ornette Coleman et compagnie, etc. Donc, évidemment, le free jazz correspond à peu près au rôle que va jouer Schoenberg dans la musique classique. C'est-à-dire ce moment où on met de côté l'idée même d'une hiérarchie des notes, d'une structure claire avec une tonique, d'un centre tonal, d'un pôle gravitationnel au niveau des hauteurs de son. Ce moment où on décide qu'on joue la note qu'on veut quand on veut, cette espèce de quête de la liberté totale. Et on a souvent fait l'analogie entre, évidemment, Schoenberg et Ornette Coleman. Et il y a encore là, comme toujours en art moderne, un rapport avec la peinture, parce que Schoenberg, on s'en souvient peut-être, correspondait avec le peintre Kandinsky, qui est lui-même reconnu comme le premier à faire de la peinture non figurative. Et sur la pochette de l'album Free Jazz d'Ornette Coleman, il y a une reproduction d'une toile de Jackson Pollock.
Pollock est un des plus célèbres peintres expressionnistes abstraits américains. Il est l'inventeur de cette technique qu'on appelle le dripping, dans laquelle il y a des seaux, des chaudières avec des trous, puis là il met de la peinture, puis il fait littéralement des splashes, des réseaux de lignes comme ça sur la toile, et ça donne une espèce d'entrelac de lignes et ainsi de suite. Et Jackson Pollock peignait avec de la peinture pour automobile, donc de la peinture très brillante, un émail très très brillant, ce qui donne évidemment... En reproduction, ça ne lui rend pas vraiment justice, mais en vrai, des œuvres très vibrantes et très très fortes dans leur espèce de complexité et dans la force des gestes, des lignes, des splashes, des explosions de couleurs qu'on y retrouve. Donc, Ornette Coleman lui-même peignait et il a fait certaines toiles, dont certaines vont apparaître sur les pochettes de ses albums. Donc, Schoenberg, comme Coleman, amène la musique à l'abandon de la tonalité et des modes fonctionnels traditionnels, donc à la musique atonale. Et les deux le font un peu aussi en regardant ce qui se passe du côté de la peinture et en cherchant un art qui soit totalement libre et exempt de contraintes, s'inspirant de cette liberté totale prônée par l'art abstrait ou l'art non figuratif. Il faut un petit peu se remettre dans le contexte de l'époque des années 60 pour comprendre davantage l'idée derrière le free jazz. Les années 60 étaient une époque de révolution, de contestation, de remise en question de tous les fondements même de la société occidentale. Et donc, il y avait en plus cette espèce d'émergence d'un courant de fierté noire. C'est l'époque de Malcolm X, puis Martin Luther King, puis l'émergence des droits civiques pour les Noirs, puis ainsi de suite. Et donc, certains Noirs vont se faire un point d'honneur de vouloir adopter une démarche artistique qui est révolutionnaire, qui est rebelle. Et on va vouloir se révolter contre les structures de la musique commerciale, de l'industrie musicale dominée par les Blancs et les capitalistes, et ainsi de suite. Donc il y a à la fois une motivation, disons, raciale, mais aussi socialiste souvent. Il y a des idées de l'espèce de culte à Che Guevara, puis Fidel Castro, puis les révolutionnaires de gauche, puis ainsi de suite. Donc, tout ce contexte-là fait en sorte qu'on cherche à créer une musique qui est non seulement en retrait de la musique commerciale institutionnelle, mais qui est carrément en opposition à cette musique-là. Et autant l'époque se veut révolutionnaire, autant la musique se veut elle aussi révolutionnaire. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre, je crois, le free jazz, dans cette espèce de quête de liberté totale et cette espèce de, justement, réalisation d'un rêve qui est impossible dans la vraie vie. On n'est jamais entièrement libre dans la vraie vie, mais peut-être qu'on peut l'être dans la création artistique. Et qu'est-ce que ça donnerait si on essayait? Donc il y a cette espèce de rêve un peu fou, mais en même temps à quelque part admirable dans la mise en place de cette musique qui est va vouloir, dans le plus pur esprit moderniste, amener la musique là où elle n'est jamais allée auparavant. Pour la petite histoire, l'album Free Jazz d'Ornette Coleman va avoir droit à non pas une, mais deux critiques dans le magazine Downbeat, qui est comme la bible des périodiques du jazz. Et une des deux critiques va donner la note parfaite de 5 étoiles à Free Jazz, et l'autre 0 étoile. Et je pense que les deux notes sont aussi rares une que l'autre. J'ai pas vu beaucoup d'autres albums avoir 5 étoiles, puis j'en ai pas vu beaucoup n'avoir aucune. Mais c'est pour vous dire à quel point les réactions face au free jazz et à l'approche d'Ornette Coleman vont être polarisées. Et à quel point cette idée-là et cette démarche-là va être controversée. Et ça reflète très bien le paradoxe lui-même de l'art moderne, parce que si par définition l'art moderne veut remettre en question les conventions des formes d'expression antérieures, si l'art moderne veut réinventer l'art et faire table rase du passé et inventer quelque chose de radicalement nouveau et d'original, la question qui se pose, c'est selon quels critères est-ce qu'on va l'évaluer? Qu'est-ce qui distingue une bonne d'une mauvaise pièce de free jazz? Comment déterminer une bonne d'une mauvaise pièce
atonal, a priori. C'est le problème qu'on a. Le problème se pose de façon moins aiguë au niveau de la musique tonale, parce que bon, il y a de la bonne puis il y a de la mauvaise musique tonale, mais il y a certaines règles auxquelles on est d'instinct sensible. On sait que dans une pièce de musique tonale, il y a un thème, il y a une idée, il y a un motif, et ça revient, et ça va être repris et transformé et modifié. Et on peut évaluer l'habileté ou l'imaginativité avec laquelle ce motif-là va être repris et travaillé et développé par le compositeur. Mais dans le cas d'une musique atonale, on a énormément de difficultés à reconnaître un thème ou un motif ou une idée. On est comme dans une constante découverte de quelque chose de nouveau, qu'on a énormément de difficultés à rattacher avec ce qui vient avant, et avec quoi on a beaucoup de difficultés à établir des prévisions quant à ce qui risque d'arriver par la suite. Donc on est dans une espèce de dépaysement perpétuel qui fait en sorte que justement les critères d'appréciation de cette musique-là posent un problème qui, je crois, n'ont jamais été entièrement résolus. Il faut cependant saluer l'originalité, l'audace de créateurs qui décident de faire une musique foncièrement différente de tout ce qui existait à l'époque. Et a priori, n'importe qui fait quelque chose, qui ouvre une nouvelle porte, qui démontre une nouvelle facette de l'activité musicale possible, a d'instinct mon respect et mon admiration. Je vous avoue que je ne suis pas le plus grand fan de free jazz moi-même, puis que j'en écoute pas très souvent. Mais je crois que c'est intéressant de comprendre un peu l'esprit qui prévalait derrière la création de cette musique-là. Et c'est intéressant de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Parce que si vous connaissez une chanson de Radiohead qui s'appelle The National Anthem, vous n'auriez jamais cette finale apocalyptique avec les 50 pistes de cuivre, de trompettes, de trombones, de sax qui s'additionnent, qui s'empilent une par-dessus l'autre pour créer une espèce d'apocalypse sonore spectaculaire. Vous auriez jamais eu cette pièce-là s'il n'y avait pas eu Ornette Coleman, puis Mingus, puis les pionniers du jazz moderne des années 50 et 60. Donc souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces techniques-là, de ces idées-là. Un peu comme l'électroacoustique de Stockhausen va être reprise et utilisée différemment par les musiciens du rock psychédélique des années 60, les Beatles en tête, puis Pink Floyd, puis ainsi de suite. Donc, la musique d'avant-garde est intéressante en soi, mais aussi et peut-être davantage même dans sa façon de nourrir les autres artistes, les autres courants, les autres tendances avoisinantes, de nourrir et d'inspirer la musique rock, la musique pop, la musique postmoderne, tout genre confondu, des décennies à venir. Alors voilà pour le très particulier free jazz d'Ornette Coleman. Votre audition suivante est une pièce de Miles Davis intitulée Frelon brun, qui date de 1968 et qui est très représentative de cette espèce de virage esthétique que Miles va prendre à la fin des années 60, alors qu'il est de plus en plus réceptif à ce qui se passe du côté de la musique populaire. Il commence à s'intéresser à Jimi Hendrix, il commence à s'intéresser au rhythm and blues, puis à James Brown, puis il est intéressé aux instruments amplifiés, au rythme du rhythm and blues, et à cette espèce d'effet de transe construit par la répétition d'un motif d'accompagnement circulaire. Il est à ce moment-là, Miles, il joue avec, dans son groupe, le batteur c'est Tony Williams, et Tony Williams lui-même est très proche et familier avec les nouvelles tendances, les nouveaux styles de la musique populaire de l'époque, et Tony Williams va aider à redéfinir la rythmique du jazz des années 60 avec ce passage vers ce qu'on va rapidement appeler le jazz fusion. Et dans le jazz fusion, vous avez souvent des croches égales plutôt que des croches swing. La vieille subdivision 2 tiers, 1 tiers, petung, ketung, 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 ketung.
est remplacé par ting, 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 badang, 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 bam, 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 etc. Donc, vous pouvez entendre sur Frelon brun ces croches égales, ce retour à la subdivision binaire, l'abandon des croches swing, l'apparition des instruments amplifiés, des instruments électriques, le piano Fender Rhodes, piano électrique. Miles va également utiliser la basse électrique, la basse Fender Precision dans son groupe, des synthétiseurs par la suite. Donc, de plus en plus d'instruments amplifiés vont faire leur apparition dans la musique de Miles Davis, et l'importance justement des riffs, des espèces de motifs d'accompagnement circulaire. Dans le cas de Frelon brun, c'est un motif de 4 notes, boum boum, clang, boum boum, clang, boum boum, clang, boum boum, clang, etc. Donc vous avez ce truc récurrent qui vient du rhythm and blues, qui vient de la musique pop. Les pièces de jazz fusion, très souvent, sont basées non pas sur une grille d'accords, mais sur ce motif d'accompagnement circulaire, sur ce riff qui est repris pratiquement en boucle et qui sert donc de support à l'improvisation. Alors, dans ce jazz fusion ou jazz rock, on emploie les deux termes, qu'est-ce qui vient du rock? Ben, les instruments amplifiés, les croches égales et l'importance des riffs. C'est les trois éléments principaux. Qu'est-ce qui vient du jazz? Ben, le fait qu'il s'agit essentiellement d'une musique instrumentale avec beaucoup d'improvisation. Et je dirais quand même une certaine complexité au niveau des rythmes et des modes et ainsi de suite. Parce que dans les années 60, le rhythm and blues, le rock, c'est une musique en 4/4 avec relativement peu de complexité au niveau des modes employés, alors que le jazz fait appel à un vocabulaire beaucoup plus riche de gamme, de modes, de rythmes, de mesures irrégulières, etc., etc. Donc toute cette espèce de sophistication modale et rythmique du jazz va être reprise dans le jazz fusion, mais avec les instruments amplifiés et une certaine sensibilité au rythme et aux sonorités de la musique populaire, le jazz fusion à la fin des années 60 va connaître une popularité que le jazz n'avait pas eue depuis des décennies, à savoir depuis le swing craze des années 30 et 40. Les musiciens de jazz fusion vont commencer à jouer non plus dans des petits clubs, mais carrément dans des stades, puis des arénas, puis ainsi de suite. Ils vont connaître des très grands succès, notamment des succès commerciaux avec certains albums, faisant au passage japper certains critiques puristes qui vont dire « Ah, c'est plus du jazz », puis ils vont travestir leur talent, puis ils se prostituent avec les instruments électriques, puis etc. Il y a toujours des puristes qui jappent à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau dans l'histoire du jazz. Mais en même temps, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que le jazz est passé de ce stade, disons, tonal relativement diatonique avec Count Basie et Duke Ellington à un stade tonal beaucoup plus chromatique avec Parker, Gillespie et le bebop, à un stade modal avec Miles Davis, Kind of Blue, etc., à un stade atonal avec Ornette Coleman et le free jazz, et on a comme complété le cycle de l'éclatement du langage. Et là, on est rendu comme en quelque part à la fin du jazz traditionnel, et donc à un jazz dorénavant postmoderne, qui relève d'une hybridation avec le rhythm and blues, avec le funk, avec le rock, avec la musique pop, etc., etc. Et cette hybridation-là va donner le jazz fusion, le rock psychédélique, le rock progressif, différents styles musicaux hybrides comme ça qui émergent à peu près à l'époque de Woodstock et qui cherchent donc justement à faire flèche de tout bois et à rassembler des influences très diversifiées dans une musique de plus en plus éclectique. Donc, Frelon brun est une des premières pièces marquant l'arrivée de ce jazz fusion, des instruments amplifiés. Et de cette nouvelle approche, donc plus proche de la musique populaire de l'époque. Les années 70 vont être dominées en fait au niveau du jazz fusion par peut-être 3 groupes vraiment importants, peut-être 4, disons les Headhunters de Herbie Hancock, Weather Report surtout, Return to Forever, le groupe de Chick Corea, et Mahavishnu Orchestra. C'est les 4 que je retiendrai, et vous serez peut-être pas surpris de constater que ces groupes-là sont tous, sans exception, composés de musiciens qui sont des anciens sidemen de Miles Davis. Donc, Return to Forever, Chick Corea a joué avec Miles Davis.
Mahavishnu Orchestra, c'est le groupe du guitariste John McLaughlin qui jouait sur Bitches Brew et autres albums de Miles Davis. Vous aviez évidemment Weather Report, qui est le groupe de Wayne Shorter et Joe Zawinul, qui ont tous les deux joué avec Miles Davis. Et les Headhunters, le groupe de Herbie Hancock. Herbie Hancock était le pianiste de Miles dans le deuxième quintet, celui des années 60, le légendaire deuxième quintet de Miles Davis. Donc, vous voyez à quel point le groupe de Miles était une espèce de pépinière de talents, d'où vont émerger justement ces groupes dominants de jazz fusion des années 70, qui vont reprendre ces idées-là d'hybridation, musique pop et R&B et jazz, et la pousser encore plus loin. Ça va être le cas donc de Weather Report, qui est un groupe qui va combiner justement le succès populaire et le succès critique dans les années 70 avec plusieurs albums très importants. Donc les deux membres fondateurs et la fondation même de Weather Report, c'est Wayne Shorter au saxophone, Joe Zawinul au synthétiseur, clavier, Fender Rhodes, etc. Zawinul est un des très rares musiciens à avoir vraiment réussi à imposer le synthétiseur comme instrument d'improvisation puis comme instrument de jazz. Il y a très peu de jazzmen qui vont vraiment se spécialiser dans l'utilisation du synthétiseur et des claviers électroniques au point où Zawinul va le faire. Mais vous avez en plus, sur cet album Heavy Weather de 1977, un des bassistes électriques les plus flamboyants de l'histoire des bassistes flamboyants, c'est le célébrissime Jaco Pastorius, que vous pouvez entendre sur cette pièce Teen Town, qui est d'ailleurs une composition de Jaco. Jaco va littéralement redéfinir ce qui est possible de faire avec une basse. Il va être un des tout premiers bassistes électriques à limer les frettes sur son manche pour avoir un manche lisse, pour avoir ce qu'on appelle une basse fretless, lui permettant ainsi de faire des glisses, puis de faire du vibrato, puis ainsi de suite. Il va en plus être un maître absolu et consommé dans l'utilisation des harmoniques et des fausses harmoniques sur son instrument, ce qui fait qu'il est capable de jouer des accords, il est capable de jouer avec une vitesse et une précision stupéfiantes. Et voilà, donc il va transposer les lignes syncopées du funk. Donc des lignes en double croche avec des trous, etc. C'est tout des doubles croches, puis de temps en temps, il fait un trou, puis l'effet syncopé de ce trou-là accentue la propulsion rythmique de la pièce. Donc vous pouvez écouter ces lignes sur Teen Town. Jaco est l'auteur peut-être de la plus belle pièce pour basse électrique de l'histoire. C'est une pièce qui s'appelle Portrait of Tracy et ça apparaît sur son album solo, donc vous pouvez chercher ça sur YouTube. Portrait of Tracy de Jaco Pastorius, c'est la plus belle pièce pour basse solo. C'est le plus beau solo de basse de l'histoire. Jaco est à la base ce que Jimi Hendrix va être à la guitare. C'est l'artiste universel qui inspire tout le monde. Il n'y a aucun bassiste électrique de jazz qui n'a pas été influencé par Jaco Pastorius. De Gary Willis à Alain Caron, il va laisser une marque absolument indélébile. Jaco commence son album solo en jouant Donnelly, et dans l'esprit des gens, c'était impossible de jouer Donnelly sur une basse. Donnelly, c'était une chanson, c'est une pièce de Charlie Parker, c'est une pièce de bebop. Et donc, il joue le thème et il va démontrer justement le fait que la basse peut être utilisée comme un instrument mélodique, autant qu'un saxophone, mais en plus que c'est un instrument harmonique. Il va jouer des accords, des double stops, des harmoniques, etc. Et donc, il va révéler des possibilités absolument insoupçonnées avec cet instrument-là, la basse électrique fretless, dont il est un des pionniers. Alors ça, c'est pour votre audition 73, Teen Town de Weather Report. Je vous ai mis deux autres pièces plus récentes du 21e siècle. Diantre, on arrive au 21e siècle, avec un trio de jazz fusion qui s'appelle Medeski, Martin and Wood, qui est intéressant, entre autres, pour ce retour à un côté plus groovy, plus funky, etc. Donc c'est un groupe qui est vraiment, comment dire, intéressé par la propulsion rythmique du funk, par la riff qui tourne, par le caractère hypnotique des pièces qui se répètent, des motifs qui se répètent. C'est pas un groupe qui cherche la virtuosité débridée puis la complexité à tout casser, mais à travers la mise en place de certains rythmes, de certaines structures, etc., ça reste un trio extrêmement intéressant et aussi qui va remettre au goût du jour beaucoup de claviers
vintage, les orgues B3, le clavinette, le Fender Rhodes, etc. Donc toute l'arsenal de claviers des années 70, la basse Fender Precision, etc., on voit que ces instruments-là demeurent indémodables. Même encore aujourd'hui, en 2021, ces claviers d'époque sont hautement prisés par plusieurs groupes, plusieurs artistes, et même les nouveaux instruments s'efforcent du mieux qu'ils peuvent de reproduire le plus fidèlement possible les sonorités des claviers d'il y a 50 ans, puis ainsi de suite. Il y a dans Smoke, la pièce de Medeski, Martin and Wood, c'est au fond une espèce de jam, une espèce d'improvisation assez lousse en ré mineur. Et curieusement, ré mineur, c'était la tonalité de Nuit sur les Champs-Élysées, votre audition 67, tirée de la bande sonore de Ascenseur pour l'échafaud, dont je parlais tout à l'heure. Donc les deux sont dans la même tonalité, et j'ai eu l'idée de faire l'expérience de les superposer une à l'autre, et je prends quelques secondes pour vous montrer ce que ça donne. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour deux raisons. La première, c'est pour montrer à quel point le blues demeure l'épine dorsale de l'évolution du jazz à travers les âges. La gamme blues est l'âme même de une grande partie de la musique afro-américaine, et cette gamme blues était utilisée par Robert Johnson dans les années 20 et par Johnny Hodges dans les années 30 et par tous les musiciens de jazz et par Billie Holiday dans les années 40 et par Miles Davis dans les années 50 et par Medeski, Martin and Wood dans les années 2000. Quand l'orgue fait l'entrée avec le bémol 5, 4, 3, 1, la bémol sol fa ré, c'est exactement les notes qu'utilise Miles pour faire son entrée dans Nuit sur les Champs-Élysées. Donc la superposition des deux est rendue possible par le fait qu'ils parlent le même langage, ils parlent la même gamme, ils parlent les mêmes modes, et donc les idées musicales sont remarquablement similaires, même s'il y a pratiquement 50 ans entre les deux pièces. L'autre chose qui est intéressante, c'est que les puristes dont je parlais tout à l'heure, qui disaient que Miles Davis avait vendu son âme au diable en faisant de la musique amplifiée, commerciale et ainsi de suite, sont souvent tellement préoccupés par le style puis l'instrumentation que ils ont peut-être tendance à passer rapidement sur le fait que si on écoute les lignes, si on repique ce que joue Miles sur les albums des années 50 et 60 et 70 et 80, c'est pas très différent. Il est remarquablement constant dans son jeu, dans ses lignes, dans son phrasé, dans ses conceptions mélodiques, même si l'instrumentation change du tout au tout, puis même s'il part de quartet ou de quintet acoustique avec des grilles d'accords, puis s'en va vers du jazz modal, puis s'en va vers du jazz fusion, puis des instruments amplifiés, puis des sections rythmiques, rhythm and blues, funky, etc., il est tout à fait possible de prendre ces lignes de trompette qu'il jouait dans les années 50, alors qu'il était adulé comme le grand artiste du jazz moderne, classique, acoustique des années 50, et de transplanter ça sur une pièce de jazz fusion funk R&B des années 2000, et ça marche très bien. Voilà, un dernier extrait pour présenter un musicien vraiment plus actuel, qui est un bel exemple aussi de jazz fusion, mais une autre sorte de fusion. C'est Tigran Amassian, qui est un pianiste et compositeur arménien, qui a vécu aussi en Californie, mais qui est très influencé par justement les racines traditionnelles folkloriques aksak arméniennes dans lesquelles il a grandi. Tout en étant aussi un petit peu inspiré par beaucoup d'autres choses, notamment le rock progressif sur un album en particulier qui est Red Hell, mais qui est un virtuose
hors pair et qui manie les complexités rythmiques. Il y a des dizaines de clips de YouTube qui vont analyser les pièces de Tigran Amassian, si ça vous intéresse, qui vont les repiquer, les transcrire, etc. Je dirais que c'est un des musiciens actuels qui est le plus admiré et étudié par les jeunes musiciens de jazz dans les universités, sur les campus aujourd'hui. Donc c'est une influence montante, grandissante. C'est quelqu'un qui a un sens du timing, du rythme, une précision dans l'articulation qui est remarquable. C'est un pianiste spectaculaire. Et remarquez dans Falling à quel point il mélange trois choses a priori tellement différentes. Les mélodies à caractère folklorique traditionnel, telles que chantées par la chanteuse, le piano jazz, d'où son improvisation, et les rythmes pratiquement de drum and bass, ces espèces de rythmes frénétiques à la batterie qui imitent un peu le techno, puis les tempos hyper accélérés du drum and bass, puis du dubstep, puis ainsi de suite, et qui font une espèce de mélange qui est tout à fait convaincant de choses qui sont en soi très hétéroclites, si on veut. Mais en même temps, il y a une leçon éternelle là-dedans, en lien avec ce qu'est le jazz lui-même, parce que le jazz lui-même est une musique au départ de fusion. C'est une musique d'intégration, de métissage, de fanfare militaire blanche, de harmonie fonctionnelle européenne, d'instruments européens, mais avec les influences du blues, les sonorités du blues, les sonorités rock, la valorisation de l'improvisation, le mélange de l'harmonie fonctionnelle tonale et des mélodies pentatoniques modales. Le jazz en soi est une musique d'hybridation et de mélange culturel, et ça l'a toujours été. Et on voit avec des artistes comme Tigran Amassian que ces hybridations-là et ces mélanges peuvent encore aujourd'hui donner naissance à des choses d'une beauté et d'une originalité insoupçonnée. Alors oui, on peut mélanger les rythmes absolument frénétiques du dubstep et les mélodies folkloriques arméniennes et l'improvisation jazz. Pourquoi pas? Alors, les Anglais disent « the sky's the limit », mais quand on découvre des talents comme Tigran Amassian, ça fait partie des constatations qu'on peut faire. La musique n'a jamais fini de nous étonner par sa capacité à toujours mélanger des choses de façon différente et arriver à des résultats absolument spectaculaires et expressifs et fascinants. Voilà, je vous laisse là-dessus et je mettrai bientôt, j'espère, en ligne d'autres choses. Alors, portez-vous bien et au revoir.